Alors le titre de cette vidéo est un petit peu putaclic, mais je vais bel et bien vous parler de 3 photos qui sont un petit peu, disons, remuantes. Donc elles sont pas spécialement violentes, à part peut-être pour la dernière, mais si vous êtes quelqu'un de plutôt sensible, je vous déconseille du coup de regarder cette vidéo. Mais en gros, il n'y a que la dernière qui est vraiment un petit peu choquante. Pour ceux qui restent, on y va, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Alors la première femme à courir officiellement le marathon de Boston par Boston Herald en 1967. Karine Switzer a 20 ans lorsqu'elle décide de courir le marathon de Boston en 1967 de manière officielle, c'est-à-dire en étant enregistrée avec son propre numéro de dossard. Et oui, c'était incroyable parce qu'à cette époque, cette course elle était réservée uniquement aux hommes et elle était complètement interdite aux femmes. Mais des femmes comme Roberta Gibb avaient déjà couru le mois d'avril précédent, mais de manière non officielle, c'est-à-dire qu'en fait elles couraient mais elles n'avaient pas le droit et elles n'étaient pas enregistrées comme participantes. Catherine s'élance donc aux côtés de son petit ami, le lanceur de marteau Tom Miller. Alors tout se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'une foule de photographes descendant d'un bus de presse viennent photographier Catherine de manière un petit peu insistante. Au même moment, le directeur de la course, Jock Semple, l'aperçoit et lui court après en chaussures de ville. Il tente du coup de lui arracher son numéro de dossard et il lui aurait même dit, citation, « Fous le camp de ma course et donne-moi ses numéros ». Et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'athlète Tom, donc le copain de Catherine, le bloqua. Et cette action nous donnait toute une série de photos de diverses sources. Donc, je vous mets un petit peu là à l'écran, mais en fait il n'y a pas vraiment de photos réellement officielles. C'est plus une série, un ensemble de photos. Et Catherine a finalement réussi à finir sa course sans trop d'encombre. Et tout ça pas en vain puisque 5 ans plus tard, les femmes ont officiellement obtenu le droit de courir le marathon de Boston. Ensuite, Cotton Mill Girl de Lewis Hine en 1908. Au début du XXe siècle, il était encore très courant de faire travailler des enfants dans diverses industries. Jusqu'en 1908, Lewis Hine enseignait la sociologie, mais après avoir photographié et écrit de nombreuses études sur la vie et le travail, il devint le photographe du National Child Labor Committee. En 1908, il part armé de son appareil photo grand format pour visiter des usines et des fabriques. Et comme il était interdit de prendre des photos dans la plupart des endroits qu'il visitait, il devait faire entrer son appareil photo en douce. Vu la taille du matériel de l'époque, c'était pas une mince affaire. Il se présentait parfois comme un missionnaire vendant des bibles ou encore comme un simple photographe industriel. Ces photographies sont devenues un outil vigoureux dans la guerre contre le travail des enfants et les conditions de travail insupportables qu'ils devaient subir. La photo dont je parle ici est celle de Sadie Pfeiffer. Il s'agit d'une petite fille travaillant à côté d'une machine à filer le coton à Lancaster. Et ses efforts ont été couronnés de succès à long terme. En 1912, une institution fédérale, le Children's Bureau, a été créée pour enquêter et faire un rapport sur toutes les questions relatives au bien-être des enfants. Et finalement, en 1938, donc 30 ans après le début de son travail photographique, la loi sur les normes de travail équitable a finalement réglé totalement la question aux États-Unis. Et enfin, dernière photo, le soldat qui tombe de Robert Capa en 1936. Robert Capa est sans doute l'un des photojournalistes les plus connus qui ait jamais vécu. The Falling Soldier, ou le soldat qui tombe ou tombant, représente un soldat se faisant tirer dessus pendant la guerre civile espagnole, s'étalant de 1936 à 1939. Donc dans la photo, on voit qu'il est mortellement touché à la tête et qu'il laisse même tomber son fusil. Et cette scène, elle se déroule lors de la bataille de Cerro Muriano du 5 septembre 1936. Mais depuis les années 1970, il y a un doute quant à savoir si cette photo a été mise en scène ou pas. Parce qu'en effet, à cette époque, il y a de nombreuses photos qui étaient mises en scène durant la guerre civile espagnole. Cependant, Robert Capa n'était pas connu comme un photographe faisant de la mise en scène dans ses photos. La majorité de son travail étant basée sur le combat et l'aventure. Capa a mentionné que l'homme était sous le feu de mitrailleuses et pas d'une seule balle, et que lui, en tant que photographe, il a simplement mis son appareil au-dessus de sa tête depuis une tranchée, sans regarder, et qu'il a déclenché un petit peu au hasard. Ça paraît être un petit peu trop beau pour être vrai pour une photo prise comme ça à l'aveugle, mais parfois ça arrive, ça vous est peut-être déjà arrivé. Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours à l'heure actuelle d'une des photos les plus célèbres, mais aussi d'une des photos les plus discutées au monde. Voilà, on est à la fin de cette vidéo sur 3 des photos les plus controversées de l'histoire. J'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu des sujets habituels. Je trouve que c'est intéressant un petit peu de voir la portée et l'impact que peut avoir une photo. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.